Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre part à ce webinaire de présentation de la formation expérimentale conduisant à la double diplomation, diplôme de cadre de santé et master santé. Donc, juste pour vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera prochainement disponible sur le site de la faculté. Et que si vous souhaitez interagir, je ne donne pas la parole, mais vous pouvez en fait poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et donc, en fin de présentation, je répondrai à l'ensemble des questions qui seront posées. Donc, voilà, on va pouvoir démarrer. Pour vous donner tout d'abord, alors, voilà, le cadre en fait de cette formation expérimentale, c'est une formation qui a été proposée dans le cadre d'un projet beaucoup plus global d'universitarisation des spécialités infirmières et cadres de santé, qui a été autorisé par les deux ministères enseignement supérieur et santé par un arrêté interministériel qui date du 9 septembre 2021. Et cette expérimentation, elle visait à renforcer les échanges entre les formations de santé, à mettre en place des enseignements communs entre ces formations de santé et à accéder à la formation par et à la recherche. Et donc, ce dispositif que nous proposons ici, c'est un dispositif qui est en partenariat avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les hôpitaux universitaires de Marseille, donc la PHM, et Aix-Marseille Université. Les trois partenaires pour proposer cette formation expérimentale. Je me permets tout de suite de vous dire que sur la PHM, il y aura donc la formation habituelle des cadres qui est proposée et dont le concours est en cours. Et ce dispositif expérimental vient en plus de l'offre de formation actuelle. Et ce dispositif expérimental peut permettre aussi d'être force de proposition pour les futures réformes en cours des formations de spécialités infirmières et cadres de santé. Concernant spécifiquement donc cette expérimentation, elle concerne plusieurs diplômes d'État, mais tous ne démarrent pas dans le cadre de l'expérimentation à la rentrée prochaine. Donc là, vous voyez les 5 diplômes qui sont concernés. Parmi les 5 diplômes concernés, 3 d'entre eux rentrent dans l'expérimentation de double diplomation master santé, plus diplôme d'état de puricultrice ou diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée ou diplôme de cadre de santé. Donc, la porte d'entrée est le diplôme de spécialité ou cadre que vous souhaitez réaliser. Et si toutefois vous êtes admis à la formation, vous serez automatiquement inscrit dans le cadre du master santé. Le dispositif expérimental pour le diplôme de cadre, c'est un dispositif en fait qui permet donc, comme je vous l'ai dit, une double diplomation cadre de santé et master santé. Master santé dans le parcours type soit management en santé pour les étudiants qui souhaiteraient effectivement être donc cadre en unité de soins, ou pour les formateurs en santé avec des étudiants qui ont plus un projet professionnel d'enseignant ou de formateur dans un institut de formation ou à l'université ou ailleurs. Le diplôme de cadre de santé est pour l'instant toujours délivré par la DRETS, mais une réforme est en cours à l'heure actuelle pour transférer cette responsabilité progressivement à l'université. Mais dans tout état de cause, pour ce démarrage, le diplôme est délivré par la DRETS. Et le master est délivré par Aix-Marseille Université. Voilà. Pour la rentrée 2022-2023, nous mettons donc en place la première année de formation pour le diplôme de cadre de santé et nous ouvrons en concertation avec les hôpitaux universitaires de Marseille 40 places maximum pour cette première promotion dans ce cadre expérimental. Donc, ce que nous avons souhaité dans ce programme, c'est travailler sur la notion des faisans fonction, puisque de nombreux infirmiers ou autres professionnels de santé, avant de candidater à l'école des cadres, ont une expérience de faisans fonction dans un établissement de santé. Sauf qu'effectivement, ils sont faisant fonction sans avoir la théorie qui va avec la formation, parce qu'ils font un travail
faisant fonction de cadre de santé sans avoir la formation de cadre de santé. Donc, notre dispositif que nous proposons, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement pour accompagner les faisant fonction dans l'aspect théorique et pratique de leur exercice et rentrer ensuite sur un dispositif de formation à temps plein sur la deuxième année, mais nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Dans le cadre de dans le cadre de cette expérimentation, nous avons eu l'autorisation de déroger au contenu et à l'organisation du programme de formation parce que vous savez, ces programmes sont très contraints par des arrêtés qui sont relativement anciens. Celui des cadres de santé date de 1995, donc il n'est pas forcément adapté à un contenu de formation universitaire que l'on peut retrouver à l'heure actuelle à l'université. Et la dérogation aussi sur les conditions de sélection, et j'y reviendrai en fin de présentation. Donc, pour vous donner un peu l'idée du programme qui est proposé sur ce diplôme de cadre de santé en double diplomation master santé, donc nous sommes sur un programme qui est sur 2 ans, donc 4 semestres. Pour chaque semestre, il faut avoir validé 30 crédits européens que nous appelons les ECTS, et vous avez pour valider ces ECTS des unités d'enseignement avec un coefficient de CTS, et toutes ces unités d'enseignement, vous les voyez sur cet écran. Donc, il faut différencier les unités d'enseignement que vous voyez en noir de celles qui sont en bleu. Les unités d'enseignement en noir sont des unités d'enseignement qui seront communes en enseignement pour toutes les formations que j'ai citées en tout début de présentation. Et les unités d'enseignement en bleu sont des unités d'enseignement spécifiques à la formation diplôme de cadre de santé. Donc, les unités d'enseignement communes à toutes et tous, ce sont sciences infirmières et paramédicales, responsabilité éthique, législation, déontologie, langue vivante, méthode de travail, formation, analyse des pratiques professionnelles, santé publique, recherche en semestre 2. Donc, ça correspond à peu près à la moitié de l'année universitaire des enseignements. Et puis, vous avez des cours très spécifiques aux compétences, bien entendu, des cadres de santé, donc les fondamentaux du management, les enjeux économiques des établissements de santé, les stages, les modèles de l'évaluation, la gestion de projet. Donc ça, ce sont toutes les unités d'enseignement qui seront spécifiques à la formation de cadre et qui permettront aussi de valider ces unités d'enseignement dans le cadre du master. En deuxième année, un petit peu moins d'unités d'enseignement puisque nous terminons les enseignements théoriques sur le semestre. Donc, nous avons 2 unités d'enseignement qui sont communes à toutes les formations qui sont la recherche et les langues vivantes, et puis des enseignements très spécifiques à la formation de cadre de santé, donc sur le management des équipes de soins, la formation initiale et continue, donc plus pour des projets sur la formation, des projets d'enseignement, du stage sur le semestre 3, et ce à quoi nous avons tenu dans le cadre de cette expérimentation, c'est de se rapprocher de ce qui est attendu d'un niveau master, c'est-à-dire qu'en semestre 4, normalement, ce semestre est dédié au stage pour acquérir toutes les compétences et au mémoire. À l'intérieur de ce stage, il y aura effectivement des stages en lien avec le management, plus ou moins des stages en lien avec la formation, ça dépend du projet professionnel des étudiants. Mais il y aura aussi du stage recherche qui permettra à l'étudiant de consacrer du temps à son mémoire et de répondre à toutes les exigences mémoire d'un mémoire de master, donc un mémoire de recherche pour lui. Donc, à l'issue de l'obtention de tous ces crédits européens, pour les deux diplômes, les étudiants seront donc diplômés du diplôme de cadre et du master santé dans la spécialité qui aura été choisie. Pardon. Pour vous donner un ordre d'idée du planning, alors il faut que je vous l'explique parce que c'est pas un planning qui est habituel dans une formation. Comme je vous l'ai dit, on a souhaité dans cette expérimentation travailler sur le fait que un certain nombre de paramédicaux sont à l'heure actuelle faisant fonction avant de rentrer dans une formation de cadre, mais qui ne sont pas accompagnés par la théorie en fait pour exercer leur rôle de faisant fonction. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est effectivement permettre d'apporter la théorie nécessaire pour effectivement commencer à gagner en compétences au moment où on est faisant fonction avant d'arriver sur le diplôme vraiment de cadre de santé, la formation.
Donc, effectivement, vous voyez en jaune, vous avez des semaines d'enseignement, donc 5 semaines d'enseignement qui seront à temps plein présentiel sur la faculté. Donc, 5 semaines d'enseignement présentiel obligatoire. Tout ce que vous voyez en rose orangé, ça dépend comment vous voyez, plutôt rose, on va dire, ce sont en fait des cours que nous mettrons soit en captation vidéo, soit des cours à distance. Donc, un carré, c'est une demi-journée et plutôt en fin en après-midi, donc vers 14 h en fait, pour que nous puissions atteindre notre objectif. En fait, les faisans fonction pourront rester, nous souhaitons que les faisans fonction restent au plus près de leurs équipes et des patients dans le cadre de leur formation pour cette première année en alternance de l'activité professionnelle. Et donc, du coup, nous proposerons des cours à distance, 2 après-midi par semaine. Alors là, pour l'instant, arbitrairement, nous avons mis les mardis et les jeudis. Donc, soit effectivement, ce seront des cours via Zoom, soit ce seront des cours qui seront disponibles sur la plateforme, ce qu'on appelle l'espace numérique de travail de l'université pour récupérer le matériel pédagogique et réaliser effectivement les visions de cours ou les petits travaux qui seront demandés. Nous demandons quand même un regroupement présentiel une fois par mois. Donc, on a mis une seule journée pour l'instant. Ça nous paraît justifié vis-à-vis des unités d'enseignement qui sont à avoir en première année. Donc, voilà, ça représente une journée par mois de regroupement quand il n'y a pas de regroupement sur des cours obligatoires le reste du temps. Alors, vous voyez, il y a aussi du stage. Alors, le stage, on l'a positionné ici parce qu'il faut positionner un stage dans le cadre de la formation, mais il faut savoir qu'en tant que faisant fonction, nous considérerons que vous êtes en stage dans votre activité de faisant fonction, donc vous resterez chez votre employeur comme prévu dans le cadre de votre activité de faisant fonction de cadre de santé, en tout cas pour la première année de cette formation. Donc vous voyez ensuite il y a la session d'examen en janvier avec une période de révision, de nouveau 2 semaines de cours en présentiel obligatoire, puis on reprend sur cette partie-là les enseignements en distanciel avec un regroupement en mars et un nouveau regroupement en mai pour les cours obligatoires. Une session des examens qui se déroule sur la mi-mai. Et si effectivement, bon, là aussi, il y a du stage qui est prévu sur la fin d'année, mais si vous êtes en stage chez votre employeur dans le cadre de la reconnaissance de votre activité de faisant fonction, ces semaines de stage, elles seront validées bien avant. Et donc, l'année universitaire se terminera entre fin mai et la mi-juin pour passer ensuite sur la deuxième année. Sur la deuxième année, pardon, hop, ça va arriver. Sur la deuxième année, par contre, on rentre dans une formation à temps plein. Donc là, on repart sur le processus de financement employeur, ce qu'on appelle les promotions professionnelles pendant toute l'année universitaire. Donc avec une première semaine de cours qui est commune à toutes les formations qui sont dans l'expérimentation, puis des cours spécifiques. Donc pour les cadres de santé, donc tout ce que vous voyez en rose, ce sont les cours spécifiques, un stage de 4 semaines à réaliser, les congés, les examens, et ensuite tout le reste de la formation, c'est du stage, soit en management, soit en formation, soit en recherche, avec la possibilité de faire un stage un peu plus long chez l'employeur à la fin du cursus, donc sur les 6 semaines à peu près de stage de fin de formation, de stage de pré-professionnalisation, voire même d'adaptation à l'emploi pour prendre votre futur poste ensuite. Il faut prévoir, là je ne l'ai pas noté sur le planning, que les soutenances de mémoire se déroulent plutôt vers la fin juin, vers les 15 derniers jours de juin. Donc on peut estimer que la diplomation des étudiants arrivera fin juin, moyennant effectivement la réunion du jury qui se déroule peut-être plus début juillet. Mais en tout cas, une diplomation qui arrivera en tout début d'été pour une prise de fonction, si tout se passe bien, là où vous avez fait votre stage pré-professionnel. Donc, les modalités de candidature,
Nous avons un dispositif qui s'appelle e-candidat où vous devez déposer vos dossiers. Donc, il faut déjà ouvrir un dossier, puis ensuite compléter le dossier avec les pièces justificatives à déposer sur la plateforme. La campagne de candidature va du 18 avril au 18 juin pour ouvrir un dossier, donc pour faire votre inscription. Et ensuite, vous avez jusqu'au 30 juin pour finaliser votre dossier, mais votre dossier doit être complètement complet au 30 juin. Si ce n'est pas le cas, votre candidature ne sera pas considérée comme recevable. Donc, je vous conseille effectivement, si vous voulez candidater, de ne pas attendre la dernière minute au 30 juin pour finaliser votre dossier, puisque votre dossier passe une étude de recevabilité avant de passer en jury d'admission, ce qui fait que voilà, plus tôt il est terminé et mieux c'est pour tout le monde. La liste des pièces justificatives à joindre, c'est à peu près standardisé sur les candidats. En gros, pièces d'identité, les diplômes obtenus, les relevés de notes des formations réalisées, un curriculum vitae, une lettre de motivation, un projet professionnel. Pour les professions qui sont concernées, l'inscription au tableau de l'ordre national des infirmiers ou des kinés ou des pédicures podologues, etc. Et pour ceux qui n'ont pas d'ordre national, les justificatifs que vous avez de l'ARS indiquant que vous êtes en règle pour exercer votre profession de santé. Et le cas échéant, une attestation de prise en charge financière en formation professionnelle continue et ou un courrier de soutien de l'employeur, tout simplement pour que nous puissions éventuellement amorcer le plus tôt possible la réalisation des conventions de prise en charge une fois que le jury d'admission est terminé, qu'on ait les coordonnées effectivement de tous les employeurs ou financeurs de votre formation. Pour terminer, vous avez toutes les informations et les contacts sur le site internet de la faculté. Donc, j'imagine que c'est un site que vous avez déjà fréquenté si vous êtes arrivé jusqu'à nous. Donc, vous avez les adresses, etc. Et donc, vous avez à l'intérieur de ce site toutes les informations pour demander des renseignements complémentaires ou même demander des devis de formation si vous êtes dans le cadre d'une prise en charge employeur en formation continue. Donc, j'en ai terminé avec la présentation. Maintenant, je réponds à toutes les questions que vous souhaitez poser pendant un petit quart d'heure, 20 minutes à peu près. Donc, pour reposer les questions, vous avez l'onglet questions-réponses à votre disposition. Alors, j'attends votre question, Célia. Alors, Sarah, est-il possible pour la deuxième année d'effectuer les stages chez mon employeur? Oui et non. Alors, pas tous, en tout cas, puisque on souhaite quand même, l'intérêt, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs sur la deuxième année, histoire d'étendre un petit peu sa culture vers d'autres organisations pour lesquelles vous n'êtes pas forcément habitué. Mais sur la deuxième année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité ensuite de faire en fin de stage une période de pré-professionnalisation, donc il sera possible de retourner chez l'employeur en fin de formation, ce qui permet d'arriver à prendre un poste, à s'habituer à son futur poste de cadre en amont de sa nomination en plein mois de juillet, quoi. Donc vraiment, on a pu effectivement proposer ce dispositif-là. Donc voilà. Alors, Anan, peut-on passer en deuxième année directe en faisant une VAP? Non, la VAP ne sera pas autorisée. Par contre, effectivement, dans le cadre de l'expérimentation, nous avions proposé un accès par validation des acquis de l'expérience et validation des études supérieures qui, globalement, a été autorisé dans le projet, mais qui nécessite d'avoir un décret réglementaire en plus que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Donc, dans cette première année de mise en place
nous n'allons pas prendre de VAE ou de VES dans un premier temps. Il faudra rentrer dans le cursus de formation complet. Mais effectivement, étant donné les réformes en cours, et on le voit avec la réforme du diplôme d'infirmier de bloc opératoire qui vient d'arriver, la possibilité des VAE est mise en place. Là, l'intérêt, c'est vraiment dans cette formation que vous puissiez avoir, pendant que vous êtes en fonction, que vous puissiez avoir effectivement le cursus théorique en complément de votre exercice de faisant en fonction pour vous donner aussi des billes pour le management au quotidien d'équipes qui sont parfois en difficulté et pour éviter que vous soyez complètement en difficulté aussi en tant que faisant en fonction. Ensuite, donc le suivi de stage est-il réalisé à l'aide d'un portfolio? Vous êtes-vous appuyé sur le document de travail de 2012 concernant les référentiels d'activité de compétences cadres? Alors, je réponds d'abord à la deuxième question et je vous dis oui. Effectivement, les compétences qui sont abordées sont issues du référentiel qui a été validé par les groupes de production et de travail qui ont eu lieu à la DGOS en 2012 et le dernier référentiel a été validé par le groupe de travail en 2013. Donc, effectivement, avec le référentiel d'activité de compétences sur le volet cadre en unité de soins, et sur le volet formateur en santé. Mais nous avons fait le choix de ne pas séparer les deux fonctions du cadre de santé à l'heure actuelle telles qu'elles sont décrites dans les fiches métiers. Par contre, nous tiendrons compte du projet professionnel de l'étudiant, parce que si on a un étudiant qui a un projet professionnel plus en encadrement, eh bien, on fera en sorte que ces stages soient effectivement les plus possible en encadrement, avec un stage quand même obligatoire à passer en enseignement, et inversement pour des étudiants qui ont plus un projet d'enseignement, de faire un peu plus d'enseignement que d'encadrement. C'est bien pour ça que dans les mentions dans les parcours du master santé, on a bien identifié le fait que il y aura un choix de l'étudiant en fonction de son projet professionnel pour sa mention de deuxième année, soit management en santé, soit formateur en santé. Ensuite, le suivi de stage est-il réalisé à l'aide d'un portfolio? Portfolio au carnet de stage, ça sera à peu près la même chose, mais effectivement, le suivi des compétences avec les tuteurs de stage sera réalisé à partir d'un document qui sera fourni au tuteur avec un accompagnement par l'équipe enseignante. Il est indiqué sur le site qu'il faut un diplôme de grade licence. Je dispose d'un BTS Bac+2 technicien de laboratoire. Comment obtenir une équivalence? Donc ça, effectivement, pour le coup, il faut, pour rentrer, il va falloir solliciter une VAP, sachant que, alors là, c'est plus pour rentrer dans le cursus universitaire, sachant que les arrêtés d'admission au diplôme de cadre de santé permettent aux techniciens de laboratoire de rentrer, sauf si je ne me trompe, mais je crois bien avoir eu déjà plusieurs étudiants techniciens de laboratoire dans les partenariats avec les IFCS que l'on a. Donc, il faudra probablement passer par une VAP, pas pour rentrer en deuxième année, mais pour rentrer dans le dispositif si vous souhaitez candidater. Actuellement, technicien de laboratoire n'est pas faisant fonction. Est-il possible d'accéder à la formation? Oui, mais je vous conseille fortement de négocier aussi avec votre employeur pour commencer à préfigurer votre rôle et votre accompagnement dans le cadre d'une future mission d'encadrement. Donc, voir avec, je ne sais pas si vous êtes en laboratoire de ville ou dans un établissement hospitalier, mais voyez avec votre encadrement pour tenter quand même que vous soyez positionné pendant cette formation dans un parcours, enfin dans une fonction d'encadrement. Peut-on postuler et suivre la formation sans être en poste de faisant fonction? Oui, effectivement, ce que je vous ai dit, on a effectivement pensé ça pour les faisant fonction, mais il est aussi possible de suivre la formation sans être faisant fonction. Par contre, effectivement, les stages du coup devront être réalisés et seront très certainement déterminés par la faculté, seront agréés par la faculté, ce qui fait que les périodes de stage qui peuvent être mobiles pour les faisant fonction sont des périodes de stage obligatoires pour ceux qui ne sont pas faisant fonction. Est-ce que la première année est diplômante seule? Non, la diplomation des cadres se fait vraiment sur les 2 ans.
Alors, je demande cela car je sais que le fait de ne pas pouvoir faire la totalité des stages de deuxième année sur mon lieu de travail fera que mon employeur refusera mon départ en formation. Ça, c'est une problématique de toute façon. Mais là, à l'heure actuelle, quand vous partez à l'école des cadres, vous partez pendant 1 an à l'école des cadres et votre employeur ne vous voit pas pendant 1 an. Donc, effectivement, c'est à prendre en considération. Après, je pense que la négociation qu'il peut y avoir avec l'employeur, c'est de dire que sur la fin de formation, vous revenez en stage de pré-professionnalisation et vous revenez en gros prêt à l'emploi quand vous allez prendre votre poste pendant l'été. Si l'employeur refuse notre demande et que l'on démissionne pour pouvoir faire le master, il faut rechercher des stages. Non, les stages, vous n'aurez jamais besoin de les chercher, c'est nous qui vous les proposerons. Après, il faut savoir que vous avez différents dispositifs qui existent de prise en charge financière, mais ça, je vous laisserai poser les questions au contact que vous pourrez avoir avec nos gestionnaires pour qu'elles puissent vous aiguiller vers les meilleurs dispositifs. Il existe aussi des dispositifs de prise en charge par le conseil régional, donc ça, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour, et notamment si vous êtes sans emploi et inscrit à Pôle emploi, vous pouvez vous rapprocher d'eux effectivement pour la prise en charge de votre formation. Pour organiser son parcours de stage, quelle est l'aide apportée par l'université? Très simplement, c'est que c'est nous qui faisons votre parcours de stage avec vous, c'est-à-dire que nous accréditons les terrains de stage et nous les proposons. Donc, les terrains de stage sont accrédités par le doyen de la faculté sur proposition des enseignants. Alors, il s'avère que là, dans les enseignants, moi, je vais être responsable du diplôme et je bénéficie du soutien d'une responsable scientifique, d'une référente scientifique de la PHM qui est Madame Sandrine Drey, qui est directrice des soins de l'hôpital de Timone de la PHM. Donc, du coup, ces parcours de stage seront réalisés avec l'équipe pédagogique et puis donc on pourra vous proposer en fonction de votre projet professionnel le parcours le plus adapté. Qu'entendez-vous par projet professionnel pour l'inscription? Est-ce un projet à mettre en place ou un projet de carrière? Oui, c'est à peu près ça. Ça peut être tout, tout à la fois. La lettre de motivation, c'est votre motivation à suivre la formation. Ça, voilà, c'est très clair. Le projet professionnel, c'est comment vous vous projetez dans l'implantation de votre future carrière dans l'avenir. Donc, ce projet professionnel, il peut être aussi travaillé avec vos employeurs pour voilà, déterminer à peu près quelles seront vos perspectives une fois que vous serez diplômé dans le cadre de cette formation. Les unités d'enseignement de première et deuxième année sont-elles faites en commun avec le cursus classique de l'IF16 de la PHM ou est-ce indépendant? Ça sera totalement indépendant puisqu'on a effectivement, initialement, on aurait voulu faire beaucoup plus de mutualisation entre la formation habituelle et la formation expérimentale, sauf que les deux organisations ne peuvent pas se mettre vraiment ne sont pas adaptées au niveau des calendriers scolaires et universitaires. Donc, du coup, non, pour cette année, il n'y aura pas d'enseignement commun. Ce seront des enseignements spécifiques qui seront faits d'un côté à l'IF16 de la PHM et de l'autre sur la faculté. Et puis, je rajoute un troisième IF16 puisque nous sommes aussi en partenariat sur le Master Santé avec l'IF16 du GCSPA, donc à Aix. Et donc, nous avons un cursus spécifique de double diplomation aussi avec l'école des cadres d'Aix, mais pas sur la formation expérimentale, sur la formation habituelle. Un poste d'infirmier formateur en IPSI pour la formation d'aide-soignant entre-t-il en compte dans un rôle de faisant fonction pour le suivi de la formation? Oui, bien entendu, puisque vous êtes dans un dispositif de formateur. Donc, oui, ça rentre en compte en tant que faisant fonction, surtout que là, il y a quand même une réforme de la formation aide-soignante à mettre en place. Donc, l'ingénierie de formation est toujours intéressante à avoir comme… la réingénierie de formation, pardon, est toujours intéressante à avoir dans le cadre de ce dispositif. Et ensuite, effectivement, il sera possible d'aller sur des stages différents pour vous faire voir autre chose aussi. Y aura-t-il un lien entre la double diplomation cadre et le master recherche de l'AMU? Alors, pas sur le volet recherche, mais effectivement, il y a des cours communs. Alors, master recherche, on en a plusieurs. Moi, je vous parle du master santé parcours recherche, mais là, c'est vraiment un parcours recherche qui, pour des étudiants qui
veulent aller sur un doctorat pur et dur à la fin de leur formation, qui ne sont pas forcément directement dans un projet de pratique clinique, enfin clinique ou managériale ou d'enseignement. Mais effectivement, il faut savoir que la plupart des enseignements qui seront mutualisés sur le master santé sont aussi des enseignements mutualisés avec l'ensemble des parcours du master santé. Donc, éventuellement, s'il y a un projet de partir en doctorat derrière, ça posera pas de souci parce que du fait d'avoir la double diplomation, vous êtes diplômé du diplôme de cadre et du diplôme de master qui vous permet de passer en diplôme en formation doctorale. Donc, il n'y aura aucun souci pour poursuivre en formation doctorale. En cas de demande de VAD, puis-je m'inscrire quand même en parallèle à la formation pour la rentrée 2022? Alors, VAD, il va falloir que j'ai l'explication pour bien vous répondre parce que pour moi, ça a plusieurs significations. Je voulais juste me préciser ce que vous entendez par VAD, s'il vous plaît. Je passe à la question suivante en attendant. Quel sera le profil des intervenants durant cette expérimentation? Les profils des intervenants, vous allez avoir des profils universitaires, donc d'enseignants-chercheurs en sciences infirmières, d'enseignants en sciences infirmières. Vous allez avoir des profils professionnels puisque effectivement le terrain intervient également. Je vous parlais tout à l'heure de Madame Sandrine Bray, qui est directrice des soins. Donc typiquement, voilà, on va avoir aussi des liens avec des professionnels du terrain. On va avoir des liens avec des enseignants-chercheurs de différentes disciplines, pas que sciences infirmières. Ça peut être en sciences du management, ça peut être en éthique, etc. Donc, on a un profil très varié en fait d'intervenants, mais qui correspondent à chaque fois aux thématiques et aux expertises attendues dans le cadre de l'unité d'enseignement que vous allez suivre. Une validation des acquis. Ok, alors c'est VAP, c'est pas VAD, c'est validation des acquis professionnels pour avoir le niveau licence. Du coup, j'ai perdu le début de votre question que j'essaie de récupérer. Hop. Puis je m'inscris quand même en parallèle à la formation pour. Oui, bien entendu. De toute façon, vous devez vous inscrire sur e-candidat pour que nous puissions derrière faire répondre à votre validation d'acquis professionnels. Les deux dispositifs se déroulent en simultané. Il faut vous inscrire dans les deux pour que ça puisse être accepté. Hop, je n'ai plus de questions a priori. Je vous laisse encore 5-10 secondes. Ah, ça y est. Quelle sera la nature des évaluations de semestre? Alors, il faut savoir que je ne peux pas vous répondre strictement à ce stade puisque les modalités de contrôle de connaissances et de compétences sont fixées chaque année par les instances facultaires et universitaires. Donc, ça peut varier d'une année à l'autre si toutefois on en a besoin. Mais de toute façon, c'est une épreuve par unité d'enseignement. En gros, sauf si on est sur du contrôle continu. Ça peut être des travaux à rendre, ça peut être des devoirs sur table, des examens sur table, ça peut être des examens oraux. Tout dépend vraiment de l'évaluation qui est à donner. Ça peut être, je pense à méthode de travail, ça peut être aussi une validation du certificat, de la certification PICS pour évaluer votre niveau de compétences numériques. Donc, c'est une plateforme qui est nationale et qu'on utilise, nous, pour tous nos étudiants sur l'université. Donc, de toute façon, au moment où vous allez rentrer en formation, le jour de la rentrée, vous allez, si tout va bien, parce qu'on a des temporalités parfois qui diffèrent le calendrier, mais au moment de la rentrée, vous allez recevoir de la part de vos responsables le détail des modalités de contrôle de connaissances et de compétences de toute l'année universitaire. Quelle est la différence entre cette formation et le master? Les deux sont liés en fait. Mais le master, à proprement parler, ne vous permet pas forcément d'avoir l'exercice, puisque à l'heure actuelle, alors surtout dans le public, hein, pour exercer comme cadre, pour pouvoir solliciter le concours sous titre de cadre, il vous faut le diplôme de cadre.
ou une équivalence qui peut être délivrée par l'adresse, mais qui est parfois difficile à obtenir et parfois difficile à faire reconnaître. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir les deux et que cette formation cadre, elle soit diplômante sur un niveau cadre. Que deviennent les IFCS? Les IFCS continuent à vivre, il n'y a aucun souci, puisque je vous l'ai dit, on est en partenariat avec deux IFCS, les deux IFCS de la région. Nous sommes dans une phase expérimentale à l'heure actuelle, comme je vous le disais, qui va potentiellement permettre de faire avancer les choses au niveau des réformes de formation. En tout cas, pour tout vous dire, c'est une demande qui nous a été faite des deux ministères dans le cadre d'une mission sur l'universitarisation des professions paramédicales et maïeutiques, pour que nous fassions l'expérience de cette universitarisation. À l'heure actuelle, il n'est pas question de fermer les IFCS à proprement parler de France. Il va falloir attendre de voir ce qui se passe à la suite de l'expérimentation, qui peut valoir un cadre national. Mais rien n'empêche à un moment donné que, comme on l'a sur des instituts que nous avons là sur Aix-Marseille Université, nous avons une école, un institut de formation de masso-kinésithérapie qui est à l'intérieur de l'université. Nous avons un institut de formation d'ergothérapie à l'intérieur de l'université. Donc, les instituts ne disparaissent pas à proprement parler. C'est juste qu'après, ça dépend de leur appartenance à telle ou telle structure, comme vous pouvez avoir à l'heure actuelle des IFCS qui sont privés, des IFCS qui sont rattachés à des établissements de santé dans le public. Enfin voilà, donc l'expérimentation est une expérimentation particulière et elle n'a pas vocation à dire ce que deviennent les IFCS demain. Et un grand merci pour ce travail de réingénierie, c'est vraiment prometteur. Merci beaucoup Jérôme, ça fait plaisir. Donc, notre question sur le fait que est-ce que le déroulé de la formation des masters est le même? Oui, les deux sont imbriqués. C'est bien pour ça que je vous ai présenté. Le programme que je vous ai présenté, c'est le programme du diplôme de cadre avec le diplôme de master. Les deux programmes sont faits en même temps et valident des unités d'enseignement dans chacun des intitulés des diplômes. Donc, il n'y a pas besoin de passer des unités d'enseignement en plus ou pas. Certaines unités d'enseignement du diplôme de cadre vont faire reconnaître des unités d'enseignement du master, donc l'évaluation sera la même avec une validation sur les deux diplômes, et des unités d'enseignement du master vont permettre de valider des unités d'enseignement sur le diplôme de cadre. Et donc voilà, on n'aura pas tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le programme de la double diplomation. Une fois que vous validez l'ensemble de ces unités d'enseignement, vous validez l'ensemble des deux diplômes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? 10 dernières secondes. Qu'est-ce qui pourra faire choisir notre employeur si ce n'est pas la double diplomation? Je pense que ce que vous pouvez apporter comme argument, c'est que pendant que vous êtes, par exemple, sur un statut de faisant fonction, vous avez aussi des cours théoriques qui vous arrivent pour pouvoir vous accompagner dans votre cadre de faisant fonction sur le terrain. Parce que être faisant fonction sans avoir la formation, c'est quand même pas très simple. Même si l'expérience nous dit que nous avons de plus en plus de faisans fonction qui rentrent à l'IFCS pour voir si ça leur plaît avant. On est un peu antinomique avec l'acquisition des compétences pour se positionner sur ce type de poste, parce que théoriquement, on se positionne sur un poste de cadre une fois qu'on a les compétences de cadre qu'on a en formation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement pendant votre première année qui est en faisant fonction et de partir en formation à temps complet avec le stage de pré-professionnalisation à la fin, ce qui vous permet d'être adapté à l'emploi bien en amont des congés d'été qui sont toujours un point de crispation dans l'organisation des établissements de santé. Okay. Comment faire choisir vos employeurs? C'est apporter les arguments que je viens de vous donner, et puis vous pouvez leur faire visionner la vidéo qui sera en ligne aussi pour
pour qu'ils puissent comprendre et si nécessaire, qu'ils reviennent vers nous, vers les contacts qui sont donnés sur le site s'ils ont besoin de données complémentaires. Ok. Donc sur le chat, alors je regarde quand même rapidement s'il y a des questions qui ont été posées que j'ai loupées sur la discussion. Donc ça a été posé. Ça aussi. Alors, j'ai un DE infirmier de 2005 ainsi qu'un diplôme de manager de proximité. Ça permettra d'intégrer le master. A priori, enfin, je ne peux pas vous répondre. En fait, il faut vraiment que qu'on analyse votre dossier en jury d'admission et on pourra vous répondre. Mais si vous n'avez pas de grade universitaire, il faudra passer par un système de VAP. Quel est le niveau en anglais? Tout simplement, ça va être très simple. C'est que le niveau d'anglais, c'est celui que vous aurez testé sur notre plateforme qui s'appelle Seven Speaking, qui vous fait un test de niveau à l'entrée dans la formation et qui vous propose des activités en fonction de votre niveau. Peut-on être chef d'établissement à la fin de ce cursus? Alors, ça dépend de quel établissement vous parlez. Si c'est d'un établissement hospitalier, je vous dirais non. Si c'est d'un autre établissement médico-social, potentiellement, avec le master, avec des reconnaissances de diplôme. Hop, je pense que j'ai fait le tour. Je reviens sur les questions-réponses. J'abandonne la discussion. Pourrez-vous nous faire parvenir des documents de détail pour nos directions respectives? Vous les aurez à partir du moment où vous demandez les devis, etc. Puis, vous avez tout sur les sites Internet. Il y a une plaquette d'information qui est aussi sur le site. On fera peut-être un lien aussi sur cette plaquette de formation. Voilà. Et après, si vos directions ont des questions complémentaires, en général, les informations qui sont sur le site leur suffisent, qu'ils n'hésitent pas à nous les poser. Si on ne valide pas un module type anglais, que se passe-t-il? On ne valide pas la formation, tout simplement, mais n'ayez crainte, on propose des dispositifs d'évaluation qui sont adaptés au niveau d'entrée des étudiants. Donc, c'est pour ça que le test de niveau de début de formation est très important, parce que si vous avez un niveau très bas, l'évaluation sera adaptée à votre niveau d'entrée. Et puis, le fait de faire des activités d'anglais vous fera progresser très rapidement au cours de l'année. Donc, aucun souci, n'y voyez pas de blocage. En amont de la formation, ça se passe très bien pour des niveaux bas comme pour des niveaux hauts de formation en anglais. En tout cas, on ne fera pas passer un oral de 20 minutes en anglais pour valider l'UE d'anglais. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau. Je pense que j'ai donc fait le tour des questions. Donc, je vous remercie de votre participation. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les adresser sur les adresses qui sont fixées sur le site Internet de la formation. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion, de bonnes négociations avec vos employeurs et je vous donne peut-être rendez-vous à la rentrée prochaine. Merci beaucoup.